À l'heure de pointe, Bangkok s'immobilise, ou presque. On les repère se faufilant dans les embouteillages avec leurs vestes oranges. Les mototaxis accueillent de plus en plus de femmes dans leur rang. Sur les 130 000 que compterait la ville, elles seraient maintenant près d'un tiers. Il y a des accidents dans la rue, donc c'est un travail risqué. Je suis pas une gentille fille, je suis une fille dure qui aime faire de la moto. C'est pour ça que je fais ce métier. Certaines ont choisi de quitter leur usine et gagnent maintenant près de 2 fois plus, environ 20 € par jour. Mais c'est aussi la flexibilité du métier qui attire de plus en plus de candidates. En 14 ans, Somjit a même réussi à faire sa place comme chef d'une station de mototaxi. Avant, je travaillais dans une usine. Quand j'avais des problèmes, par exemple mon enfant qui tombait malade, c'était assez difficile de prendre des congés. Mon mari travaille déjà ici. C'est un boulot assez indépendant qu'on peut faire quand on veut. Une grande flexibilité, mais aussi un avantage sur leurs collègues masculins. De nombreuses clientes préfèrent avoir une femme aux commandes. L'apparence physique de certains hommes peut effrayer les passagers. Mais lorsque les femmes travaillent dans ce métier, notre image a l'air plus douce, pas aussi dure qu'avant. L'image est meilleure. Joindre une bande de mototaxis reste un sésame difficile à décrocher dans cette mégalopole de plus de 10 millions d'habitants. Une riche teinte brune et une épaisse mousse crémeuse. La Guinness fait la réputation de l'Irlande dans le monde entier. Depuis 1778, elle est élaborée ici à la brasserie St James, dans le centre de Dublin. De là, chaque jour, des camions-citernes partent à Belfast, en Irlande du Nord. Le champagne irlandais y est conditionné avant de revenir dans la capitale irlandaise pour être exporté. Avec le Brexit, la possibilité de nouveaux contrôles aux frontières inquiète les professionnels. En moyenne, notre industrie, c'est 23 000 mouvements de camions par an. Donc chaque retard, même d'1 heure, se traduirait par un surcoût de 100 € par camion pour l'industrie. Guinness appartient au géant mondial des boissons Diageo. Avec ses 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2017, l'entreprise estime peser assez lourd pour faire face aux coûts. Mais selon le représentant de l'association du fret irlandais, Diageo se préparerait à déplacer certaines activités de Belfast vers la République d'Irlande en cas de Brexit difficile. En l'absence d'accord, des axes comme celui-ci, l'autoroute entre Dublin et Belfast, pourraient être ralentis par des contrôles. Et ce sont les consommateurs qui feraient les frais d'une possible augmentation des coûts de production. C'est ce que redoute le gérant de ce pub nord-irlandais situé à une centaine de mètres de la frontière où la Guinness coule à flot. C'est déjà assez difficile de faire venir des clients ici en ce moment. Si le coût grimpait et que je vendais une pinte 10 centimes plus cher, j'en entendrais parler pendant 3 ou 4 semaines avant que les clients l'acceptent. John n'est pas le seul à s'inquiéter. Des centaines de petites entreprises en Irlande qui fournissent les matières premières essentielles à la fabrication de la Guinness ne se posaient pas jusqu'à présent la question du passage de la frontière. Début d'une séance de télétravail pour Clémence et Thomas. Bienvenue dans mon bureau, enfin dans notre bureau. Évidemment, avant toute chose, toujours repasser en mode jour pour ça, pour avoir le luxe de l'espace. Elle est architecte d'intérieur, lui traducteur. Depuis 1 an, ces 2 trentenaires ont tout lâché pour devenir vanlifers. Traduisez, ils vivent en nomade dans un camion aménagé. C'est une façon d'avoir un angle complètement différent sur la vie qu'on mène. C'est-à-dire que moi je continue à travailler, j'ai un compte, voilà, je suis auto-entrepreneur, je paie mes impôts, je fais un peu comme ce que les gens font en ville, sauf qu'à côté de ça, j'ai décidé de ne pas être complètement esclave de ce rythme de consommation, de travail, de vie que les villes nous imposent, quoi. Être en retrait mais pas s'isoler. Pour travailler et surtout communiquer, Internet et réseaux sociaux sont indispensables. Clémence et Thomas partagent leurs aventures et animent leur propre communauté via un compte Instagram, les Nouveaux Nomades. C'est ainsi qu'ils échangent en permanence sans les avoir jamais rencontrés avec Tiffaine, Kevin et Bidule. Eux ont à peine 25 ans. Leur pari, travailler dur en saison pour voyager le reste de l'année dans leur camion tout confort et aux normes en vigueur.
C'est un vrai petit studio. Il y a une cuisine, une salle de bain, un salon, un lit, un garage. Tout ça dans 7 mètres carrés. Vue splendide, calme total et communion avec la nature, voilà ce que recherche le jeune couple. À des années-lumière du précaire qui vit en van faute de mieux, mais aussi d'un métro boulot dodo qui ne leur convient pas. Et voilà, nous on n'a pas du tout envie en fait d'être dans une carrière et d'être fermé dans quelque chose en fait. On voit le travail comme quelque chose qui nous permet de voyager en dehors du travail plutôt que voilà, de trouver un sens au travail et d'être pleinement dedans, de passer notre vie en fait à travailler pour travailler en fait. Une vie simple, un rapport différent à la carrière, c'est notamment ce qui caractérise ces jeunes nomades. Donc on a aujourd'hui, je dirais, comme une mosaïque de présents différents chez les jeunes. On a un peu l'impression que chacun fait du sur-mesure, voilà, et bon, tente des aventures un peu atypiques. Voilà. Une tendance venue d'Amérique du Nord qui tente de plus en plus de monde, même les moins jeunes. En 2018, les camions aménagés représentaient près de 30% des nouvelles immatriculations de camping-cars. Un havre de paix loin de l'agitation des plages. Nous sommes ici sur le canal latéral de la Garonne qui relie avec le canal du Midi la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Cette partie moins connue est empruntée par les connaisseurs. 200 bateaux se sont arrêtés à l'halte fluviale de Meillan-sur-Garonne en 2016, 100 de moins qu'en 2008. Les habitués accusent cette plante, l'Egeria densa. Les algues s'enroulent dans les moteurs pour ceux qui ont un bateau à propulsion par hélice. Elles se coincent dans les pales et rendent la navigation difficile. À l'heure actuelle, où tout le monde utilise les réseaux sociaux, les plaisanciers parlent entre eux sur des groupes Facebook et disent « Si vous voulez aller là-bas, les algues sont présentes, donc les bateaux ne vont plus aussi loin qu'avant dans le canal. » Apparue dans ce canal il y a moins d'une dizaine d'années, cette plante aquatique originaire d'Amérique du Sud est une espèce invasive qui a colonisé plusieurs cours d'eau en France. Il se murmure ici qu'elle serait arrivée à cause d'amateurs d'aquariophilie qui auraient vidé leur bac dans le canal. Chaque été, elle profite de l'eau douce pour proliférer à grande vitesse. Elle a besoin d'eau très pure, très transparente, et le soleil l'aide à proliférer, à pousser. Il y a des solutions mais qui ne sont pas envisageables, c'est les carpes amour qui mangent ces algues-là, mais après on a peur qu'il y ait une prolifération et qu'on ne sait pas quoi en faire. Pour combattre l'invasion, la seule solution pour l'instant c'est de couper la plante. Grâce à cette faucardeuse, chaque été, les voies navigables de France organisent une campagne de coupe sur la partie la plus touchée du canal. Un travail long et fastidieux. En 2016, plus de 1000 tonnes ont été coupées, mais la plante repousse chaque année de plus en plus loin. Les pêcheurs ont une autre théorie pour expliquer cette prolifération. Le trafic des péniches qu'il y avait autrefois, vous n'aviez pas d'algues. Il n'y avait rien. Parce que c'était des gros engins. Lorsqu'ils se croisaient, bon, ils grattaient aussi les bas-côtés. Et puis l'eau remuait, quoi. L'eau était vive. En profondeur, je vous dis, il n'y a que les grosses hélices qui vont brasser un petit peu de vase. Ça ne permet pas à l'algue de s'implanter. Comme lui, les acteurs locaux plaident pour une reprise du fret fluvial sur le canal, abandonné depuis 1994. Voies navigables de France a lancé une grande concertation et un test devrait avoir lieu d'ici 2018. En attendant, les tentacules de l'Egeria densa poursuivent leur voyage au fil de l'eau. À quelques kilomètres des maisons bleues de Jodhpur qui font la fierté du Rajasthan, des campements d'émigrés hindous venus du Pakistan. Depuis 70 ans et la partition entre l'Inde et son voisin majorité musulmane, ils sont des milliers à avoir traversé la frontière pour des raisons religieuses. L'hindouisme était en train de mourir là-bas. Ils enseignaient l'arabe et convertissaient les hindous. Notre vie est bien meilleure maintenant. La nationalité indienne s'obtient au bout de 7 ans, pendant lesquels il leur est interdit de quitter le Rajasthan. Mais pour certains, l'attente est bien plus longue. Jogdas a manqué d'1 jour la date limite pour déposer sa demande de citoyenneté. Depuis plus de 10 ans, il est apatride. Si je dois payer le prix pour avoir dépassé d'1 jour la date limite, pourquoi est-ce que le gouvernement ne ferait pas de même pour avoir retardé ma citoyenneté de 11 ans ? Pourquoi est-ce que le gouvernement ne nous reconnaît pas comme citoyens ?
Sans papier, une fois leur passeport pakistanais expiré, la plupart des immigrés vivent dans des logements illégaux, sans eau ni électricité, et travaillent dans des carrières de pierre. Kana Ramji est devenu citoyen indien en 2005, mais vit toujours dans un logement illégal. On n'a jamais rien reçu, et on erre d'un endroit à l'autre comme des vaches. Alors on arrive à survivre en travaillant dur, on ne meurt pas de faim, mais on ne vit pas comme des êtres humains. L'Inde n'a pas signé la Convention des Nations Unies sur les réfugiés et refuse de leur reconnaître ce statut. L'arrivée au pouvoir du Premier ministre Modi, pro-hindou, a suscité des espoirs, vite déçus. Alors oui, il a accordé des choses, mais pour l'instant, ce ne sont que des mots. On attend toujours de les voir appliqués sur le terrain. Plus de 500 000 émigrés hindous vivent actuellement au Rajasthan. Certains, découragés, finissent par retourner au Pakistan, où ils représentent 1,5% de la population. Si José, 31 ans, porte aussi bien la culotte de peau et joue à la perfection de la trompette, c'est parce qu'il est bavarois d'adoption. Cet Espagnol de 31 ans est apprenti électricien dans une petite entreprise à la frontière autrichienne et a dû se mettre à travailler en allemand. Peut-être que certains de mes collègues manquent parfois un peu de patience, mais bon, je peux comprendre. José a quitté Albacete au sud de l'Espagne sur les conseils de son agence pour l'emploi dans l'espoir de se former et de trouver du travail en Allemagne. Entre 2010 et 2015, près de 40 000 de ses compatriotes ont fait de même, tout comme de jeunes Grecs, Italiens ou Portugais effrayés par les énormes taux de chômage dans leur pays. José, lui, ne regrette pas son choix. Il n'y a pas de futur en Espagne. Moi, je recommande aux jeunes de suivre une formation ici. C'est une très bonne chose. En 2013, Berlin et Madrid ont signé un accord réservant chaque année 5000 places de formation ou de postes stables aux jeunes Espagnols. À 26 ans, Alberto, originaire de Valence, en a pleinement profité. Diplôme d'informatique en poche et après une année Erasmus à Prague, il est venu s'installer à Berlin. Il travaille désormais dans une start-up. Je savais qu'à Berlin, il y avait plein d'opportunités, que ce soit dans les technologies de l'information ou dans d'autres domaines. Et en plus, ce sont des jobs où on peut parler anglais. Alberto et José souhaitent rester encore quelques années en Allemagne. Mais avec une croissance espagnole qui dépasse les 3% depuis 2 ans, de plus en plus d'expatriés décident de rentrer chez eux. Venue chercher sa fille à la sortie de l'école au sud du Caire, Rada ne cache pas sa fierté. Logine est trisomique, mais sa mère voulait qu'elle ait une éducation classique. La jeune fille de 18 ans a passé les épreuves du bac comme n'importe quelle autre lycéenne. Aboutissement d'un combat de haute lutte dans un pays où les handicapés mentaux sont souvent marginalisés et reçoivent peu d'aide. Depuis sa naissance, je rêvais de la voir aller à l'école. Nous y travaillons depuis 18 ans. Nous avons travaillé dur pour qu'elle puisse aller à l'école secondaire pour commencer, ce qui était le plus difficile. Et je voulais aussi qu'elle aille au collège, mais les règles ne le permettaient pas. Le fils de Hoda, Yassine, est également atteint de trisomie. Aujourd'hui, l'enfant de 4 ans et sa mère sont au centre d'aide aux handicapés SETI, affilié à la Fondation Caritas. Après l'accouchement, Hoda dit avoir reçu des conseils étonnants du personnel hospitalier, comme isoler le bébé et limiter ses contacts avec les autres. Au centre SETI, on lui a appris l'inverse, intégrer Yassine au quotidien de la famille. Il rend certaines personnes mal à l'aise. Si on est assis dans le métro et qu'il est assis sur mes genoux et que sa jambe touche celle de quelqu'un d'autre, l'autre personne s'éloigne de lui et nettoie l'endroit qu'il a touché. Mais d'autres personnes me disent qu'ils savent qu'il est atteint de trisomie. Elles lui tapotent l'épaule et me disent qu'il est une bénédiction de Dieu et que je dois prendre soin de lui. Dans ce pays de près de 93 millions d'habitants, 14 millions seraient handicapés d'après Caritas. Les 3/4 d'entre eux sont atteints d'handicap mental, mais les lieux d'accueil et d'aide manquent cruellement. Le problème, c'est que les services n'atteignent que 2 à 3% de la population, ce qui veut dire que la plupart des handicapés mentaux restent chez eux. Du coup, ils n'ont pas accès aux services, malgré le fait qu'ils en ont besoin depuis la naissance. Pour les centres comme SETI, l'intégration des handicapés dans la société égyptienne est essentielle. Mais l'enjeu principal reste de faire évoluer les mentalités et de lutter contre la stigmatisation.